France Bleu Paris. Côté expert, Sophie Scarpula. Ils sont ce que nous détestons le plus dans le monde animal, les nuisibles. C'est ainsi que nous les nommons. N'hésite pas à envahir notre quotidien, nos espaces de vie, malgré tous nos efforts pour les en chasser. Les cafards, les punaises de lit et autres rats ont pourtant forcément une utilité, un rôle à jouer dans la nature et dans l'écosystème. Lequel? Pourquoi ont-ils pris tant de place dans nos vies d'humains? Réponse ce matin de notre invité. Bonjour Nicolas Roux de Bézieux. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous éclairer. Vous êtes l'auteur de Punaises de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement chez Larousse, et vous êtes cofondateur de Bad Bugs. Quel est le rôle de Bad Bugs? Alors Bad Bugs, on a une entreprise qui est spécialisée en fait dans l'audit des entreprises de traitement et l'accompagnement des particuliers qui sont victimes de nuisibles et des professionnels aussi d'ailleurs. Donc vraiment pour arriver effectivement à faire tout ce coaching et cet accompagnement pour qu'ils s'en sortent et les aider à trouver un professionnel sérieux quand ils ont besoin d'aide par un professionnel. Mais en plus, quand on va consulter le site, on trouve plein d'explications. C'est très intéressant, hein, même si on n'est pas à la recherche d'un professionnel, c'est quand même très très intéressant. Moi, je conseille vraiment d'aller y faire un tour. Hein. Merci beaucoup. Punaises de lit, cafards, rats, je le disais, mais aussi, je l'ai vu justement sur le site, les guêpes, les frelons, les puces, les souris, ça en fait des mal-aimés quand même dans le monde animal. Hein. Oui, effectivement. Alors pas tous au même niveau, évidemment. On réagit pas tout à fait pareil quand on a des punaises de lit et puis quand on a deux guêpes qui viennent nous embêter pendant un barbecue, évidemment. Oui. Mais oui, il y a pas mal de bestioles qui peuvent nous embêter un petit peu au quotidien et qu'on a tendance à qualifier comme nuisibles, effectivement, même si elles ne le sont pas toutes uniquement. Oui, justement, vous dites que le terme de nuisible est assez trompeur, finalement, et trop large. Déjà parce que juridiquement il n'existe pas, c'est-à-dire il n'y a pas de statut des nuisibles juridiquement, c'est ça, enfin voilà, ils sont là, on a le droit d'en faire à peu près ce qu'on veut, et puis c'est très difficile en fait, on les définit si vous voulez habituellement en fonction de 3 choses. Est-ce que c'est utile ou pas utile? Est-ce que ça cause des nuisances ou pas pour nous? Et est-ce que c'est autochtone ou pas comme espèce? Et puis il y a un dernier truc qui se rajoute, c'est est-ce qu'on a de l'empathie pour l'espèce aussi la plupart du temps? Dont on a parlé, on n'a pas trop d'empathie en général. Assez peu, mais il peut y en avoir, quand on pense aux guêpes par exemple, c'est difficile de dire c'est un nuisible ou pas, parce qu'à la fois c'est pollinisateur, donc ça nous aide énormément, mais en même temps, effectivement, il y a des gens qui sont allergiques. Si vous avez un nid dans votre mur, c'est hyper dangereux. Donc voilà, c'est parfois très difficile de cataloguer exactement ce qu'est un nuisible. C'est presque du cas par cas, quoi. Exactement, et puis des questions de région et de localisation aussi. Je ne l'apprendrai à personne, il est des bestioles qui auraient tendance à nous faire fuir, nous dégoûtent, tant elles prennent possession de nos espaces et de nos vies. Elles deviennent même souvent des cauchemars au quotidien pour des millions de personnes. Même quand on est très sensible à la cause animale, on est peu enclin à trouver du charme ou un côté mignon aux punaises de lit, aux cafards et rats, etc., etc. Nicolas Roux de Bézieux, vous avez vous-même d'ailleurs, je crois, été victime de l'une de ces espèces il y a quelques années. Tout à fait. J'ai eu le bonheur, je mets ça entre guillemets, d'avoir des punaises de lit chez moi à une époque assez lointaine où on en parlait très peu et il y en avait encore assez peu en France. Et on a mis quasi 9 mois avec ma femme à en venir à bout, ce qui a été long nerveusement et effectivement long dans les faits parce que c'est une période où on voit plus ses amis, on n'invite plus personne chez soi, donc c'est assez complexe. On est vraiment complètement obsédé par cette histoire de punaises de lit ou d'autres bestioles qui va nous envahir et plus rien ne compte, quoi. Ça tourne à l'obsession. Exactement, quand on parle des punaises de lit, en plus spécifiquement, c'est une bestiole qui vient vous piquer dans votre lit la nuit. Donc le seul moment où vous êtes censé vous reposer et justement passer à autre chose, la bestiole vient vous embêter. Après, il y a plein d'autres bestioles qui sont risquées, notamment quand on a des enfants, quand on pense aux rats, aux souris, qui peuvent transmettre notamment la leptospirose, on a 600 cas graves par an en France, les cafards aussi, qui peuvent être vecteurs de maladies. Effectivement, c'est des choses qui sont tout de suite très inquiétantes quand c'est chez soi. Alors ce qui est drôle, c'est qu'à partir de là, vous avez mené l'enquête au sens propre, hein, puisque vous avez même décidé de former un binôme avec un chien détecteur de punaises de lit. C'est un chien nommé, et ça ne s'invente pas, Colombo. Tout à fait. Oui, j'ai fait ça quelques années où j'ai accompagné effectivement beaucoup de particuliers, alors beaucoup en Île-de-France et à Paris, qui étaient victimes de punaises avec Colombo. Alors depuis, j'ai arrêté cette activité parce que je me suis concentré sur Bad Bugs, mais avec l'idée toujours d'accompagner les gens, mais un petit peu différemment. Et effectivement, on utilise les chiens pour aller cibler où sont les punaises de lit parce qu'ils sont capables, grâce à leur fer, de les trouver, alors que c'est parfois très compliqué en début d'infestation. Ça veut dire qu'ils font des recherches comme ils font des recherches pour la drogue, des choses comme ça? C'est exactement le même travail que la drogue ou les explosifs. Simplement, ils sont habitués à l'odeur de la punaise de lit. Et donc, ça permet de les localiser un peu plus précisément dans l'appartement. Et puis, quand il y en a très peu et qu'on peut pas les trouver, sauf à démonter l'intégralité des murs, des plinthes et des sommiers, le chien peut les trouver en quelques minutes. Oui. Alors, justement, vous évoquiez les rats. On en a eu un petit festival quand même ces derniers temps, avec la grève des éboueurs et des poubelles qui se sont accumulées dans les rues.
On a l'impression qu'ils étaient 100, 1000 fois plus nombreux que d'habitude. Selon vous, parce que ils se sont pas fabriqués en 48 heures. D'où sont-ils venus tous ces rats? Ils sont pas multipliés en quelques jours quand même. Non, alors ils se multiplient depuis un moment un peu plus long que ça en fait. C'est-à-dire que nous on a fait une étude Ipsos là qui a été publiée en août. Le nombre d'infestations de rats chez les particuliers, elle a été multipliée par 2 en 5 ans. Parce qu'il y en a plus, le Covid n'a pas aidé parce qu'effectivement il y a une grande disponibilité alimentaire. Quand il y a des grèves des poubelles, c'est pareil. Et le rat, quand il a bien à manger, il se reproduit, il fait plein de petits. Mais ils font passer l'info aux copains? Comment ça se passe? Parce que là vraiment, non, simplement, on a l'impression comme ils se nourrissent bien, ils se reproduisent bien et donc ils ont plein de petits et donc ça augmente la population. Et puis il y a un aspect réglementaire aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que depuis 2019, on a interdit ce qui s'appelle l'appâtage permanent. C'est-à-dire qu'avant, vous avez tous l'habitude dans vos immeubles d'avoir des petites boîtes noires dans lesquelles jusqu'ici il y avait des rodonticides souvent dans les caves. Et en fait, depuis 2019, c'est interdit de mettre du rodontide en non-stop, ce qui fait que tous ces traitements-là sont devenus inutiles. Maintenant, c'est des placebos, ce qui fait que déjà vous payez pour rien des gens qui mettent des placebos dans vos immeubles. Mais par ailleurs, du coup, on n'a plus, si vous voulez, ce petit frein qui au quotidien permettait de limiter la prolifération des rats un peu partout. Et en même temps, il y a quand même certaines personnes qui demandent à ce que les clichés sur les rats, on parle des rats des rues, évidemment, pas des rats domestiques, mais soient brisés. Dans un article récent d'un quotidien, certains disaient que les rats, mais ça on le savait, étaient très intelligents, qu'ils avaient même une véritable vie sociale, et même selon eux, qu'ils riaient lorsqu'on les chatouillait. Quel est le rôle du rat dans la nature, Nicolas ? Alors, il a un vrai rôle, en tout cas, quand on parle de la nature en ville, j'entends, puisqu'on est, on est sur Paris, il a un vrai rôle pour nous aider en fait sur la régulation des déchets, parce qu'effectivement, il les consomme. Le seul problème, c'est les risques qu'il peut amener pour nous en tant qu'humains. Donc, il y a une vraie cohabitation qui doit se mettre en place. Après, la question, c'est le taux de rats par habitant. Et aujourd'hui, on est quand même dans certaines villes sur des taux qui sont très élevés, ce qui amène des vrais risques. On parlait de la leptospirose, c'est quand même 1 million de cas et 600 000 morts par an dans le monde. Donc, c'est pas du tout ridicule. Et en fait, les rats, il y a différentes manières de le faire. Effectivement, c'est des animaux qui sont sensibles. Donc, déjà, les professionnels ont arrêté toutes les méthodes qui pourraient ressembler à de la cruauté, si vous voulez, notamment les plaques à glu qui sont encore accessibles aux particuliers. C'est quelque chose qui est affreux. Le rat, en fait, il va être capable de s'arracher les pattes pour essayer de s'enlever de là. Il va mettre plusieurs jours à mourir. Donc, on est plutôt sur des méthodes qui sont plus rapides, notamment avec les anticoagulants qui sont classiques. Ce serait possible même demain de passer sur des méthodes totalement sans tuer les animaux, c'est-à-dire qu'il y a notamment des méthodes contraceptives qui existent pour les rats, qu'on pourrait mettre en place un petit peu partout. C'est-à-dire qu'il faudrait glisser ça dans la nourriture. C'est ça exactement, c'est de l'alimentation. Tiens, c'est l'heure de ta pilule, ça marchera pas. Ça ne marche pas, mais effectivement c'est de l'alimentation contraceptive qu'on met en place régulièrement. Ça a notamment été testé beaucoup en Amérique du Nord, à New York et au Canada. C'est des choses qu'on pourrait mettre en place. Simplement aujourd'hui, les appels d'offres publics, ils sont pas du tout tournés vers ça, ils sont tournés vers économiser le plus possible, peu importe la méthode, et du coup, effectivement, c'est pas les solutions qu'on privilégie. France Bleu Paris, côté expert. Côté expert, le samedi est dédié aux animaux et ce matin, avec Nicolas Roux de Bézieux, notre invité, nous parlons des nuisibles qui nous pourrissent la vie mais que nous connaissons si mal. Nicolas, en Île-de-France, près d'un habitant sur 10 est confronté, on le disait, aux punaises de lit. Le problème, c'est qu'elle a la vie dure, cette punaise de lit. Vous le racontez d'ailleurs dans Punaise de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement chez Larousse. Elles sont invisibles à l'œil nu, mais ce sont des forces de la nature. Alors, elles sont visibles, c'est juste qu'elles se cachent. C'est-à-dire que quand on tombe sur une punaise de lit, on la voit, ça fait la taille d'un pépin de pomme. Par contre, effectivement, la journée, elles se cachent parce qu'elles n'aiment pas la lumière. Oui. Et effectivement, c'est une machine à se reproduire, en fait. C'est là qu'elles sont très fortes. Ça vient de leur côté peut-être un peu vampire aussi. Tout à fait. C'est pour ça qu'on les appelle des petits vampires. Ça mange du sang humain et ça se cache de la lumière. Donc pas très agréable. Et effectivement, d'une part, c'est des machines à se reproduire. C'est-à-dire que chaque femelle, elle pond 5 œufs par jour. Et en 6 semaines, ces œufs, ça devient des adultes qui pondent elles aussi. Donc c'est hyper exponentiel. Et puis en plus de ça, une femelle, quand elle se reproduit une fois, elle est capable de pondre pendant plusieurs mois derrière. Donc ça veut dire que quand on va essayer de les traiter, si on loupe ne serait-ce qu'une seule femelle, tout repart à zéro parce qu'elle est capable de relancer une infestation toute seule. Donc oui, c'est des bestioles qui sont quand même extrêmement coriaces. C'est pour ça que c'est un des traitements nuisibles les plus coûteux et les plus lourds pour les particuliers qui sont touchés. Alors, une auditrice nous appelle en nous disant qu'elle a des cafards chez elle et elle s'interroge, elle se demande ce qu'elle peut faire. Ça ce sont c'est une variété c'est un nuisible dont on peut venir à bout quand même.
Alors, quasi tous les nuisibles, on peut dans un premier temps essayer de traiter par soi-même. Ça, n'hésitez pas à les regarder sur le site, on a fait plein de tutos. Pour chaque nuisible, vous avez un petit tuto qui vous explique ce que vous pouvez faire vous. Ce qu'il y a d'important, c'est de pas s'acharner si ça marche pas. Parce que c'est là qu'on va commencer à rentrer en phase difficile et de pas faire n'importe quoi non plus. C'est pas j'achète 3 pchits, je les mets et puis après je fais n'importe quoi. Parce que sinon, on risque soit de les habituer à l'insecticide, par exemple, soit de les éparpiller dans la maison. Donc faire les choses de manière méthodique, soi-même très bien dans un premier temps. Et puis si on se rend compte que ça marche pas, on s'acharne pas. Et là, effectivement, on fait appel à un pro. Dans le cas des cafards, par exemple, il va y avoir déjà une première mission qui est le ménage dans toutes les zones où ils peuvent trouver de l'alimentation. Donc, il va y avoir derrière les frigos, derrière le four, très souvent, il peut y avoir des petits restes qui les aident à procréer. Et puis derrière, il peut y avoir effectivement des gels qui sont accessibles au grand public, qu'on peut mettre en place, que les cafards vont consommer et qui va permettre d'éliminer la population petit à petit si c'est pas une infestation trop importante. Et de toute façon, allez, je vous conseille vraiment à vous qui nous écoutez, si vous avez ce genre de problème, allez sur badbugs.fr. Vous allez trouver énormément de solutions et de conseils justement pour venir à bout. Un mot avant la pause, un mot des cafards justement. Quel est leur rôle dans la nature? Quelles sont ces bestioles? Alors, pour le coup, ils ont pas un très grand rôle dans l'écosystème. Les cafards, c'est pas les bestioles. Pourquoi ils existent alors. Voilà, autant il y a des nuisibles utiles, ils existent parce qu'ils sont là. Eux aussi, c'est des forces de la nature, pour le coup. On sait qu'ils peuvent survivre même à des problèmes nucléaires et tout ça. Donc c'est vraiment des bestioles qui sont très coriaces. Honnêtement, dans nos écosystèmes, elles ont assez peu d'utilité, si ce n'est un petit peu de consommation de déchets. C'est pas le nuisible qui est le plus utile globalement. Côté culture, côté expert, c'est déjà terminé, vous vous rendez compte, ça passe très très vite. Avec Nicolas Roux de Bézieux, nous parlons des nuisibles et de leur place dans l'écosystème et dans la nature. Alors bon, on a vu, certains ont tous un emploi, j'allais dire, ou un rôle à jouer dans la nature, sauf, on le disait, les punaises. Qui sont pas très utiles. Pour éviter justement d'en avoir, de les attirer chez soi sans le vouloir même. Déjà, il y a des immeubles qui sont infestés, qui sont contaminés. Quand on arrive, ils sont déjà là. Mais comment peut-on faire pour éviter d'en avoir, s'il y a un moyen? Si on prend les 4 principaux en Île-de-France, donc ça va être les cafards, les souris, les rats et les punaises de lit. Pour tout ce qui est cafards, souris, rats, le plus important, c'est de pas laisser d'alimentation disponible, en fait, parce que c'est ça qui les attire et c'est ça qui fait qu'ils s'installent. Donc faire le ménage régulièrement, enfermer éventuellement la nourriture dans une boîte si on sait qu'on est dans un immeuble à risque, des boîtes en plastique. Et puis boucher un maximum les voies d'accès aussi. C'est-à-dire que si vous avez des petits trous chez vous, des choses comme ça, c'est des voies par lesquelles ils pourraient circuler, donc bien les boucher. Pour la partie punaise de lit, c'est un petit peu différent. Là, pour le coup, il faut faire attention quand on part en vacances, bien inspecter son sommier, parce que la plupart du temps, on les ramène de voyage, donc inspecter son sommier dans les hôtels, éviter la récupération, c'est aussi un grand classique, récupérer un meuble dans la rue, et malheureusement, il y en a, et c'est parti. Et puis, dernière chose, s'assurer contre les punaises de lit, parce que ça coûte hyper cher. Donc, c'est possible de s'assurer maintenant, ça coûte 2 € par mois. Comme ça, au moins, vous êtes couvert si jamais un jour le problème vous arrive. Eh bien, on va sur badbugs.fr. On a vraiment tout le détail, toutes les aides possibles, toutes les solutions possibles. Et puis, on lit votre livre. Moi, je me suis régalée parce qu'on apprend plein de choses, en fait. Je vous dis pas qu'on devient amis avec ces animaux-là, mais enfin, quand même, déjà, on arrive à les resituer dans la nature, ce qui n'est pas rien. Et puis, on apprend aussi à s'en débarrasser. Punaise de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement chez Larousse. Merci infiniment d'être venu, Nicolas Roux de Bézieux. C'était un plaisir de vous croiser ce matin sur France Bleu Paris. Merci à vous.